Elle meurt à l'hôpital, l'affaire Eliane Kabyl. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne d'Amanti qui vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'Eliane Kabyl et je remercie Christian Massé de m'avoir parlé de cette affaire que je ne connaissais pas. Eliane Kabyl entre à l'hôpital en janvier 2001. Elle y meurt 15 jours plus tard de complications. Tantôt naturelles, tantôt accidentelles, les circonstances de sa mort restent floues, et la famille se pose naturellement de plus en plus de questions. 29 mois plus tard, ils demandent l'exhumation du corps, mais rien ne se passe comme prévu. Pour la famille, ce n'est pas le corps d'Eliane, ni le bon cercueil. Après plus de 14 ans d'attente, l'affaire se termine enfin, mais sans vraiment répondre à toutes les questions. Qu'est-il arrivé à Eliane Kabyl à l'hôpital entre janvier et février 2001 ? Quelle est la cause de son décès ? Est-ce bien son corps dans le cercueil ou a-t-on volontairement ou non inversé de corps ? L'entrée à l'hôpital. Eliane a 64 ans où elle souffre d'une simple douleur à la cheville droite et elle boite un petit peu lorsqu'elle rentre à l'hôpital le 27 janvier 2001 à la demande du médecin de famille, juste par précaution, pour faire quelques analyses et des radios à la recherche d'une phlébite. L'affaire donc de quelques jours. Elle n'y reste qu'une seule semaine où elle subit un nombre élevé d'examens, une dizaine de prises de sang, faisant chuter son taux d'hémoglobine et une ponction de moelle sans anesthésie. L'état d'Eliane s'améliore, sa cheville ne lui fait presque plus souffrir et elle rentre chez elle. Mais après une découverte d'une légère anémie, on lui propose de revenir à l'hôpital pour faire un bilan complet. Les choses ne s'arrangent pas, mais sans crier gare, du jour au lendemain son état s'aggrave. Le 7 février, elle a 39 de fièvre, une angine blanche qui s'intensifie, accompagnée d'une gêne respiratoire et d'une infection pulmonaire. Elle est donc placée sous antibiotiques et sous oxygène. Physiquement, selon la famille, Eliane vieillit d'un seul coup. En à peine quelques jours, elle fait 100 ans. Elle ne peut ni parler, ni manger, ni bouger. Elle semble paralysée dans son propre corps. Le médecin détecte une infection du sang. La famille, pris de panique, demande à ce qu'Eliane soit transférée dans un hôpital spécialisé. Mais les médecins ne se veulent rassurants. Pour eux, c'est une simple anémie de type 1. Je ne suis pas parvenue à trouver ce que c'est, je n'ai trouvé qu'une classification, alors j'ai supposé qu'il parle d'une anémie microcytaire, qui est la plus fréquente, donc un petit peu de nutrition et tout rentre dans l'ordre. Et au vu de son état, un transfert pour eux n'est pas une bonne idée, et ça ne servira à rien, car Eliane n'est pas malade pour le corps médical. Et pourtant, 2 jours plus tard, soit le 9 février, Eliane est en réanimation, elle aurait reçu 2 kilos globulaires à 16h16. C'est sa sœur qui va ce jour-là à son chevet, mais Eliane est déjà froide, avec un peu de sang dans les mains. Elle aurait une plaie conséquente sur son corps au niveau du thorax, allant du pectoral gauche au pectoral droit. Un film ocre, pour citer sa sœur, ainsi qu'une sorte de coquille blanche au niveau des yeux. Eliane est inerte, connectée à un électroencéphalogramme plat. Pour sa sœur, Eliane est morte. Les médecins lui donnent sa montre, ainsi que son dentier, et ne laissent que le respirateur artificiel de brancher. Le 10 février, les médecins parlent à la famille, et selon leur expertise, elle est toujours en vie, mais dans un coma profond. Donc, de stade 3 du coup, avec une absence de réponse à la douleur, et des troubles neurovégétatifs, ou alors un coma de stade 4, donc un coma vraiment très profond, et c'est même plus un coma, qui comprend une absence de réponse aux stimulations et un état de mort cérébrale. Mais je ne suis pas médecin. Et surtout pour eux, elle n'a subi aucune opération. Donc c'est quoi cette plaie conséquente ? Et le 13 février, il est 15h15, et Eliane Kabyl est déclarée morte d'un arrêt cardiaque, donc de mort naturelle, ou alors d'aléa thérapeutique ou de septicémie. Et c'est le début d'une longue affaire. L'affaire commence ainsi. La famille se pose des questions sur les circonstances de la mort d'Eliane Kabyl et l'hôpital va leur proposer 2 médiations moyennant une indemnisation, donc un petit peu d'argent. Mais la famille ne veut pas de cet argent, elle veut juste la vérité sur le décès d'Eliane. L'hôpital aurait aussi envoyé une lettre de service au médecin de famille en date du 9 février 2001 déclarant qu'Eliane était décédée d'un choc septique. C'est une baisse majeure du sepsis. Le sepsis, c'est une dysrégulation de la réponse de l'organisme à une infection, qu'elle soit bactérienne, virale, fongique ou parasitaire,
qui va entraîner la perte des fonctions des organes et donc une urgence vitale pour le patient. Le sepsis en France, il est responsable d'environ 57 000 décès. Et de ce que j'ai pu en lire et en comprendre, c'est une complication mal diagnostiquée, donc qui est maltraitée, qui conduit à ce grand nombre de décès. Et pour aller encore plus loin, je vais vous citer quelques-uns des symptômes, en tout cas une grosse partie, et je mets un lien en description. Donc il y a des confusions, une diminution de la vivacité d'esprit, de l'agitation, fièvre, frissons, peau chaude, une fréquence cardiaque rapide, une baisse de la pression artérielle, des éruptions cutanées, et si le choc septique s'aggrave, cela peut conduire à un coma. La famille va être au courant de cette lettre du 9 février, va être insistante avec le médecin de famille, qui va leur répondre qu'Eliane est morte d'une maladie qui n'a pas été contrôlée ou plutôt mal diagnostiquée, et donc c'est une erreur de l'hôpital. Parce que lors du diagnostic différentiel, ils n'ont pas pu trouver de quoi souffrait Eliane, et malheureusement elle est morte de cette erreur de diagnostic. La famille cherche toujours des réponses, ils vont demander une autopsie, et 6 mois plus tard, cette dernière arrive, et les conclusions sont surprenantes. Eliane serait décédée d'une leucémie foudroyante et multiviscérale, que donc personne, aucun médecin ni analyse n'aurait détecté. Pourtant, c'est dans la moelle osseuse que les leucémies se développent, car c'est un cancer qui touche les cellules de la moelle, où sont produits les globules rouges, les globules blancs, ainsi que les plaquettes, et qui, lors des analyses de sang, et même de la ponction de moelle, ne se trouvait ni dans son sang, ni dans sa moelle. Donc la question est légitime de savoir si le rapport est bien celui d'Eliane. Mais la description du corps ne correspond en aucun point à celui d'Eliane. Déjà, il y a la couleur de peau. Le poids de la personne autopsiée était de 82 kg, Eliane en pesait à peine 70. La taille, 165 cm, Eliane faisait 1m60. Et pas de trace de la fameuse cicatrice au niveau du thorax. Donc, pour être sûr de l'identité du corps, la justice va demander une exhumation, ce qui sera pratiqué 29 mois plus tard, en juillet 2003, ou plutôt fin juin 2003, et là, rien ne se passe comme prévu. Tout d'abord, on aurait interdit à la famille d'y assister, alors que rien n'indique dans le Code général des collectivités territoriales dédié à l'exhumation qu'on ne peut pas interdire en fait à la famille, parce qu'il faut un représentant légal pour l'exhumation du corps. Ça peut être leur avocat ou un membre de la famille. On ne peut pas leur interdire. Et je suis tombée sur un article qui m'a laissé perplexe, je vais vous citer vite fait. C'est lorsque le cercueil est retrouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements, et lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé 5 ans depuis le décès. Et pourtant, dans ce cas présent, on a entendu 1 an et demi, 2 ans. Alors, je suppose qu'il y a des exceptions dans certains cas. Comme par exemple, là, on suspecte que ce ne soit pas le bon corps. En tout cas, la famille a été accompagnée de la police criminelle ce jour-là. Ils sont arrivés quand même à 5h30. Je suppose pour arriver vraiment avec beaucoup d'avance, parce que peut-être que pour eux, le cimetière ouvrait un peu plus tôt pour l'exhumation. À 6h du matin, quelqu'un se présente à la grille et se voit refuser l'accès à l'exhumation. Ils ne peuvent rentrer que 2 heures plus tard, donc à 8h du matin, dans le cimetière, puisque le cimetière doit sûrement à cette heure-ci être ouvert au public. Mais il y a déjà du monde. Je crois qu'ils avaient dit qu'il y avait 14 personnes autour du cercueil. Il y a déjà 2 corbillards et 2 pelleteuses. La fosse est creusée et le cercueil prêt à être remonté. Donc tout est déjà fait. La famille fait donc demi-tour dépitée, et à leur grande surprise devant eux, 2 membres de la police judiciaire se présentent. Eux aussi sont très en colère, car ils devaient être présents aussi au moment de l'exhumation pour prendre des clichés nécessaires au dossier d'instruction. Il n'y a donc eu aucune constitution de procès verbal puisqu'il n'y avait pas de policiers lors de l'exhumation. La date de l'exhumation est aussi étrange puisqu'elle est pratiquée le 30 juin 2003 et pourtant le document de transfert du corps est daté du 25 juin 2003. Donc pour la famille, le corps d'Eliane a été remplacé 5 jours avant l'exhumation. Maintenant on arrive à l'autopsie qui est pratiquée le 1er juillet 2003. La famille, pour être sûre et certaine que c'est bien le corps d'Eliane, pénètre sans autorisation dans la salle d'autopsie et découvre l'intérieur du cercueil. Alors, ils s'attendaient peut-être à un squelette avec peut-être quelques morceaux de chair, etc. Mais pas ce qu'ils ont vu. Je vais vous citer leurs propres mots. Il y avait une tête,
qui n'ont pas reconnu donc, une forme de cuvette dorsale sans les côtes, et à l'intérieur, c'est de la boucherie. Il n'y avait pas de bras, pas de jambes, pas de bassin. Il n'y avait aucune structure humaine. Les vêtements aussi ont, semble-t-il, changé. Un médaillon avec des initiales ML, inconnues de la famille, et bien d'autres objets qui n'ont pas pu reconnaître. Il en va de même pour le dentier, qui ne correspond pas à la mâchoire du corps, et un expert va attester de ce fait. Il y a autre chose qui cloche, le cercueil. Il n'est pas le même que celui qu'ils avaient commandé pour l'enterrement. La croix qui était clouée à la base sur le cercueil ne s'y trouve plus, et les attaches de poignets sont différentes. Plus grave encore, le bracelet médical n'est pas celui de l'hôpital, donc l'hôpital où est décédée Eliane, ni celui de l'IML où a été pratiquée l'autopsie. Et le compte rendu d'autopsie est rendu un jour avant d'être pratiqué, soit le 30 juin 2003. Malgré toutes ces incohérences, pour le médecin légiste, l'ADN, c'est bien celui d'Eliane. Donc, la chambre mortuaire se serait-elle simplement trompée de corps, ou peut-être trompée de cercueil, et une chose va chiffonner la famille, et les maintenir dans leur conviction, c'est que l'assistant du médecin légiste va dire que vous avez dit qu'elle portait tel vêtement, telle robe, etc. et que ça correspond pas à ce que moi j'ai vu de ce qu'il y avait dans le cercueil. Autre chose à savoir que j'ai pas mis dans le texte, c'est que quand ils ont ouvert le cercueil, ils ont vu que c'était un petit peu du fouillis, on va dire, dedans, malheureusement. Et donc ils n'ont pas sorti le corps du cercueil, ils ont pratiqué l'autopsie à l'intérieur du cercueil. C'est voilà, faut être bien accroché. Hein. J'ai trouvé un site où il y a les photos. Faut quand même être bien accroché. Mais si vous avez le courage de les regarder, regardez-les. Il y a aussi beaucoup de contradictions concernant la cause de la mort. Hein. Tantôt une leucémie foudroyante qui n'apparaît pas dans la moelle et ni dans le sang, alors qu'elle s'y développe. Ou alors c'est une anémie, donc une baisse des globules rouges, doublée d'une neutropénie, qui est une baisse des globules blancs, selon le journal Libération du 29 mars 2005, donc je n'invente rien. Et malgré ces incohérences flagrantes, la procédure judiciaire se conclut par un non-lieu en 2007. Maintenant, une petite ellipse temporelle. On est en 2014. Le fils d'Eliane Kabyl fait une demande auprès de la mairie de l'acte de décès de sa maman. Donc je suppose qu'il veut clôturer les comptes, clôturer les assurances habitation peut-être, voiture, etc. Et il va recevoir des actes différents. Sur le livret de famille, l'acte de décès, il y a la bonne date, c'est le numéro 90. Et il va recevoir le numéro 81. Sur l'acte, il est inscrit 14 février 2001, décès survenu le 13 février à 15h15, mais avec le numéro 81. Donc c'est pas le bon numéro, puisque sa mère est numéro 90. Et normalement, c'est pas normalement, ce numéro ne change pas. C'est comme le numéro de sécurité sociale, c'est comme votre date de naissance, ça ne change pas, c'est invariable. Donc, plusieurs jours plus tard, ou quelques semaines, il se rend à la mairie une deuxième fois, et il va demander l'acte de décès numéro 90. En plus, c'est légitime pour lui parce que c'est sur le livret de famille. Et il va se rendre compte que la personne sur l'acte de décès 90 n'est pas sa maman. C'est une femme qui est âgée de 100 ans. Et l'acte est daté du 21 février 2001. Alors que je crois que c'est comme pour la naissance, vous avez un laps de temps pour signaler en fait la naissance comme le décès, et je crois que pour le décès c'est même à peine 24 heures pour signaler le décès d'une personne, pour que l'état civil fasse toutes les démarches. Parlons de la fin de l'enquête, entre parenthèses, et de la théorie principale défendue par la famille. Ils pensent en premier lieu à un trafic d'organes, et que c'est pour cela que le corps d'Eliane Kabyl a disparu du cercueil, que le cercueil même ne soit pas le même que celui qu'ils ont commandé. Puisque, je vous l'ai dit, les attaches sont pas les mêmes, la croix non plus. Et ils ont penser que ce qu'il y avait dans le cercueil, c'était plus un amalgame, c'est horrible, un amalgame de plusieurs corps différents, peut-être même le corps d'un enfant. Il y a d'autres faits, d'autres éléments qui vont les pousser à penser cela.
qu'on leur cache le corps d'Eliane. C'est que elle est déclarée morte le 9 février 2001, hein, puisque le médecin de famille a reçu un courrier qui déclare Eliane morte le 9 février et pas le 14. Pourtant, hein, la famille a été informée que quelques jours plus tard, donc le 13 ou 14. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 journées? Est-ce qu'on aurait prélevé de façon illégale des organes sur le corps d'Eliane ou pas? Donc, de bec et ongle, la famille défend cette hypothèse et j'ai trouvé beaucoup de sites qui en parlent, qui en sont dédiés. J'essaierai de vous en mettre quelques-uns en barre d'infos. Et il y a aussi des vidéos YouTube, et là je peux vous mettre un petit onglet info sur la vidéo. Je vous en mettrai un petit peu, peut-être 2 ou 3 vidéos différentes. Et j'ai aussi du coup trouvé un site où il montre les images du contenu du cercueil, qui pour la famille n'est pas le corps d'Eliane, mais un ensemble de corps, avec beaucoup de sang plus ou moins frais, et des viscères, de la graisse, etc. Donc c'est assez épeurant. Donc je sais qu'il y a des mineurs, un pourcentage de mineurs qui regardent mes vidéos, donc je vous déconseille quand même de regarder. Après, si vous avez envie, je peux pas vous en empêcher, mais il faut avoir le cœur bien accroché pour voir ces photos. Après, j'en parlerai pas plus que ça parce que c'est spéculatif. Il n'y a pas de fait probant, il n'y a pas d'éléments, parce que il n'y a pas eu d'expertise ADN sur l'ensemble en fait. Il y a peu les prélèvements faits au niveau de la tête, au niveau du torse, au niveau des pieds, etc. Donc c'est spéculatif, donc j'en parlerai pas plus que ça. Sachez quand même que les procès continuent. Un des derniers en date s'est fait le 11 juillet 2019, mais il n'y a rien de super concluant. Hein. Ils ne parlent pas vraiment des faux documents qui ont été faits, hein, parce que c'est quand même assez grave qu'une mairie fasse de faux documents, de faux actes civils, de faux actes de décès. Quand même, il y en a 2 différents, avec 2 numéros différents pour la même personne. Il y en a une, elle a 100 ans, l'autre, on ne sait pas trop. Voilà, ils en parlent pas plus que ça. Ils parlent pas non plus de l'échange étrange des cercueils, de ce qui s'est passé aussi au cimetière, hein, pour l'exhumation. Il y a même peu de police judiciaire pour prendre des clichés. Et donc, on parle pas non plus de la disparition du corps d'Eliane Kabyl, parce que pour la justice, l'ADN correspond au corps. Donc, dans le cercueil, c'est bien le corps, même si le cercueil n'est pas à la famille. Je sais qu'il y a eu une audience le 13 mars 2020, mais j'ai pas trouvé le résultat de l'audience, je veux dire. J'ai trouvé un site où ils donnent les citations du jour, mais j'ai pas eu le compte rendu d'audience. Donc je peux pas en dire plus. Donc voilà, les questions restent, c'est est-ce que c'est le corps d'Eliane Kabyl dans le cercueil ou pas? C'est pas le cercueil que la famille a commandé, ça on en est sûr et certain, puisqu'il y a des éléments qui montrent rien que visuellement que c'est pas le bon cercueil. Même le vendeur a dit c'est pas le mien. Est-ce que du coup c'est bien le corps d'Eliane Kabyl dans ce cercueil, ou est-ce que le corps a été perdu quelque part? Est-ce qu'on l'a inversé de façon intentionnelle ou pas, ou est-ce que c'est un individu seul qui a pris le cercueil quand il était à la morgue, après que le thanatopracteur ait fait son travail en fait, c'est-à-dire vider le corps de ses fluides et le maquiller un petit peu. Donc restez encore un petit peu, la vidéo n'est pas finie même si on arrive en fin de vidéo. Je n'ai vraiment pas parlé de tout pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de choses qui sont spéculatives, puisqu'il n'y a pas de preuves formelles, il n'y a pas de réseau d'information fiable forcément, ni d'informations reconnues. Il y a quelques vidéos que j'ai pu trouver qui se sont spécialisées dans cette théorie du trafic d'organes, dont j'ai très brièvement parlé. Donc je vous l'ai mis, comme je vous l'ai dit, les petites vidéos en information au-dessus de la vidéo, puis le reste, ce sera en barre d'infos. Il y aura beaucoup de choses en barre d'infos. Mais le trafic d'organes, je suis pas convaincue à 100%. Parce que quand on trafique des organes comme ça, déjà il y a le facteur temps. Il y a très très peu de temps entre le fait de retirer l'organe de la personne qui est décédée vers la personne qui va être transplantée. Et donc ça reste quand même quelque chose de très très organisé. Donc créer des faux documents, faire en sorte qu'on a prélevé des organes sans que ça se voit, c'est faisable. Mais le fait qu'on ait remarqué en fait, à cause du fait qu'il y a eu 2 actes de décès faits, une autopsie un peu bancale, même très très bancale, ça me laisse à penser que le trafic, il n'y en a pas eu.
on peut plutôt pointer du doigt l'administration, que ce soit la mairie ou l'hôpital, qui s'est vraiment planté, mais c'est même plus 100% de plantage, quoi. Donc la question par contre qui a se poser pour le trafic d'organes, c'est pourquoi prendre ceux d'une femme de 64 ans? Alors peut-être que ces organes ne sont pas forcément super sains pour être transplantés, parce que d'accord, on a un corps tout beau, tout neuf, genre un foie, c'est tous les 3 ans qu'ils sont neufs, les restes des organes je sais pas, mais tous les 7 ans on a un corps tout beau, tout neuf. Mais ça voudrait dire que son sang est particulier, qu'elle n'est pas compatible avec n'importe qui, et donc la personne qui a reçu ces organes a les revenus financiers et était peut-être aussi suffisamment désespérée pour chercher quelqu'un de compatible avec elle. Donc ça pourrait expliquer la ponction de moelle qui était inutile, peut-être, hein, ou peut-être utile au diagnostic différentiel pour savoir de quoi elle souffrait, et la dizaine de prises de sang qui ont été pratiquées. C'est pour vérifier, si on reste vraiment dans la théorie du trafic, pour vérifier une compatibilité entre la personne qui va recevoir l'organe et la personne qui va donner son organe de façon volontaire ou pas, de façon légale ou pas, on va dire. Donc c'est ça qui me paraît étrange. Et aussi, ce qui me semble étrange aussi, c'est que il semble qu'il y ait que elle qui ait été touchée dans cet hôpital. S'il y avait eu un trafic dans l'hôpital, il y aurait eu plein d'actes étranges pratiqués sur les patients, qui ont quand même un coût financier, hein. Une ponction de moelle, c'est un coût. La dizaine de prises de sang, c'est un coût aussi. Voilà. Et ce qui me paraît étrange, c'est qu'il y a que elle, en tout cas, qu'on ait remarqué, et qu'aucun patient n'ait subi de ponction de moelle sans une explication fondée. Ça voudrait dire que ce soit arrivé qu'une seule fois et que ce soit arrivé sur Eliane Kabil, 64 ans. C'est pour ça que ça me semble assez étrange. Pour moi, c'est vraiment, là, c'est un avis ultra personnel sur quelques lignes. Eliane était en état de mort cérébrale le 9, donc on a prévenu les médecins de famille qu'elle est décédée le 9 février, mais elle est maintenue sous respirateur artificiel 4 jours pour une raison peut-être inconnue. Ensuite, on l'a placée à la morgue. On l'a vidée de ses fluides. On a fait l'embaumement pour tuer tous les microbes et puis faire en sorte que le corps soit conservé le plus longtemps possible. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé étrange qu'on ait retrouvé peut-être hypothétiquement le corps dans le cercueil dans cet état. Parce qu'il y a des corps, franchement, ça fait 10 ans qu'ils sont enterrés, et quand il y a une exhumation de fait, le corps est limite le jour de l'enterrement en fait. Et il a la même tête que le jour de l'enterrement. Il n'y a pas de dégradation, mais les corps se décomposent de façon différente les uns des autres, même s'il y a eu un embaumement de pratiqué. Après, ça dépend peut-être du liquide d'embaumement qui a été donné, mais normalement, il y a une base dans le liquide d'embaumement. Et après, le thanatopracteur, il a des libertés pour quelques trucs, dont le parfum, ce qui peut donner une petite odeur au corps s'il en a envie. Et aussi, c'est un peu plus agréable quand il y a un cercueil ouvert. Aussi, c'est plus agréable d'avoir une petite odeur voilà, pendant ce moment-là. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. Alors si en plus il y a une odeur de décomposition, une petite odeur à côté, c'est un peu plus agréable. Donc, et peut-être que c'est à ce moment-là, après que le thanatopracteur ait fait son travail, qui a duré peut-être 1h30, 2 heures, que quelqu'un a subtilisé le corps dans la morgue pour faire X ou Y chose bizarre, voilà, ou peut-être pour tester quelque chose. Voilà. Faut pas oublier non plus qu'on est dans un CHU à ce moment-là. Un CHU, c'est une école universitaire de médecine, et donc on pratique des autopsies sur des corps de gens qui ont donné leur corps à la médecine. Donc peut-être qu'il y a eu une inversion en fait, et que on a pratiqué une autopsie devant des élèves sur le corps d'Eliane alors qu'elle n'avait pas consenti à ce genre de pratique, et donc on aurait caché le corps ailleurs pour pas que ça se voit que l'autopsie a été pratiquée devant tout le monde. Après, ça serait pas vu plus que ça, mais bon, peut-être que c'est ce qui est arrivé. J'ai aussi appris qu'à la même période, donc entre 99 et 2001, alors j'en suis pas sûre parce que c'est pas arrivé dans l'officiel, j'ai trouvé ça sur des sites par hasard, qu'il y a eu une extension au moment où Eliane était hospitalisée de l'hôpital.
Ils m'ont fait un petit réarmement de façade parce que l'hôpital date de 1210, un truc comme ça. Donc il est quand même assez vieux. Ils ont rajouté 950 lits, de nouvelles salles d'opération et de réa. Ils ont fait une unité de soins de cardio, une unité de soins intensifs de cardiologie de 2880 mètres carrés utiles. Donc je suppose utile, c'est que on peut circuler dans 2880 mètres carrés. Voilà. Pour un coût assez élevé de entre 60 et 70 millions de francs. Et que les travaux devaient se finir en 2001, donc début 2001, donc au moment où elle était hospitalisée. Donc l'hôpital à ce moment-là s'agrandit et encore aujourd'hui, il s'agrandit encore un peu. Donc qui nous dit que les travaux en cours n'ont pas eu un impact négatif sur son état de santé et peut-être même sur l'état de santé d'autres patients. Parce que il y a de la poussière, il y a des gens qui passent pour faire les travaux, etc. Donc il peut y avoir plus de virus, de bactéries qui circulent dans l'hôpital. J'ai aussi appris que à ce moment-là, alors je vais vous mettre aussi en barre d'infos, il y a eu un manque de personnel à ce moment-là. En tout cas, il y a eu des gens qui se sont plaints du manque de personnel dans l'hôpital à ce moment-là. On rajoute peut-être le stress, puisqu'ils sont moins pour aider les patients, du coup c'est plus compliqué. Il y avait aussi beaucoup de bruit qui arrange rien. Et donc peut-être les gens ont mal communiqué entre eux, les médecins. Et je vu qu'il y a un médecin pour 40-50 patients, c'est un cauchemar. Hein. J'explique, je dis pas, je leur passe pas du baume non plus sur le dos. Hein. Ils sont médecins et tout, ils sont censés faire leur travail. Même s'ils sont pas beaucoup. Et donc peut-être qu'ils ont mal communiqué entre eux, d'où l'excès en fait de prélèvement de sang pour juste une douleur à la cheville. Une douleur à la cheville, tu fais un ou deux prélèvements, tu fais des tests, tu fais une radio, tu regardes, il n'y a pas de phlébite, cassez-vous quoi. Voilà. Et malheureusement, tout ça, cette ponction et tout, il a conduit à une anémie de type 1. Donc ils ont fait des transfusions. Donc une anémie de type 1, c'est, comme j'ai dit, il n'y a pas de type, il n'y a pas de type 1, type 2, type 3. C'est des catégories. Donc dans la plus courante, c'est une anémie un petit peu de fer, de vitamines, etc. Donc on fait une transfusion et tout. Et c'est peut-être là, au moment de la transfusion, que il s'est passé un truc, qu'il y a un pathogène qui est passé dans le sang. On ne sait pas quoi. À l'hôpital, il y a plein de bactéries et de virus qui circulent rien que dans l'hôpital. Donc elle a peut-être attrapé un truc comme ça. Ils n'ont pas pu le savoir. En fait, ils n'ont pas pu détecter de quoi en fait elle souffrait. Et malgré les 2 kilos de sang, la maladie s'est propagée quand même très vite parce qu'elle a été affaiblie à cause de l'anémie, donc ça n'a pas aidé. Son système immunitaire n'a pas aidé du tout. Le mal a rongé son cerveau. Elle est tombée dans le coma, de plus en plus profond, peut-être en quelques jours ou heures. Et ça l'a conduit à un état de mort cérébrale, soit un coma de stade 4, qui est appelé le coma dépassé, donc c'est plus un coma. Hein. La personne est cliniquement, on va dire, morte. Hein. Et c'est un coma dont on ne revient pas, hein, parce qu'il y a un EEG de plat. Donc il n'y a plus le cerveau, en fait, ne fonctionne plus. Donc après cela, la mort survient en 3 jours gros max. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont laissé le respirateur artificiel de brancher pendant 3-4 jours là. Et qu'ils ont dit à la famille qu'elle était décédée non pas le 9 mais le 13. Parce que ils ont laissé le respirateur artificiel fonctionner pendant ces 3 jours. Donc voilà. Bon, la vidéo est là complètement finie. Je pense qu'elle va durer longtemps. Je pense peut-être 25 minutes, peut-être 30. Mais je vous remercie quand même de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et j'espère que elle vous a plu et que vous avez, comme moi, découvert une affaire qui soulève beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'hôpital. Surtout à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, hein, qu'il y a des défaillances, hein, malheureusement, il y a des défaillances partout. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Pas qu'elle vous a plu ou pas, hein, plutôt si ça vous a plu, je veux bien que vous me le disiez. Ça me ferait super plaisir. Mais me dire, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a un trafic d'organes derrière tout ça? Est-ce que c'est un trafic organisé ou pas? Ou c'est une personne individuellement qui s'est dit, je vais carotte un corps et tout, parce que j'en ai envie, voilà. Et c'est tombé sur elle malheureusement. Ou alors simplement, il y a eu une erreur diagnostique qui a conduit au décès d'Eliane Kabyl. Et après, arrivé à la morgue,
il y a eu une inversion de corps parce que peut-être que ce jour-là, il y a eu beaucoup de décès d'affilée et ils se sont emmêlés les pinceaux pour être vulgaires et ils ont inversé les noms parce que vous savez, les gens sont toujours étiquetés au niveau des orteils et ils ont peut-être inversé là, en fait, tout simplement. Et ça a conduit à ce problème judiciaire, en fait, que personne n'assume. En fait, ce problème administratif que personne n'assume. Alors que il y a bien des gens qui ont tapoté sur leur clavier ou fait une autopsie. C'est pas la famille qui a fait l'autopsie, c'est pas la famille qui a fait l'acte de décès. Donc il y a bien des gens responsables de ce fiasco, en fait, administratif. Je cite pas de nom, je n'ai pas le nom d'hôpital ni rien, vous le découvrez vous-même en farfouillant internet. Mais de toute façon, j'ai tous les éléments de preuve pour attester de tout ce que je dis dans la vidéo, à part l'avis personnel, mais ça reste un avis personnel. Donc, j'espère du coup que la vidéo vous a plu, même si elle est ultra longue. J'ai changé ma sortie de voix, du coup ça a peut-être changé, parce que je me suis rendu compte que sur mon micro, en fait, on peut changer, vous savez, la qualité. J'étais en qualité CD-ROM, CD-ROM avant, et là je suis en qualité radio FM, donc ça doit être, la voix a peut-être un tout petit peu changé, mais pas de trop non plus. C'est peut-être un chouïa plus agréable, ou peut-être moins, je sais pas. Donc je vous souhaite quand même une très bonne semaine, une très bonne soirée si vous m'écoutez en ce mercredi soir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.